Les chemins de la musique, Christian Rosset, bonjour. Tout a commencé avec les Grecs. Ils ont affirmé que pour qu'une chose soit belle, il fallait également qu'elle soit raisonnable. Rien n'a jamais aussi bien démontré cette idée que la musique. En l'écoutant, nous sommes impressionnés par la précision des choix. En même temps, la musique nous chante un monde transcendant. Elle nous donne deux choses essentielles à la fois, des choses belles et des choses logiques. Pourtant, on ne pourrait pas dire que la musique change notre vie. Elle nous transporte sur des hauteurs exaltées, peut-être, mais à la fin, elle nous laisse exactement où nous étions avant de commencer notre voyage. Tout ce qui reste, justement, est cette dualité, celle des moyens précis qui créent des émotions indéterminées. Morton Feldman a, comme beaucoup de ses contemporains, accompagné son travail de composition musicale par des articles, des essais, des conversations enregistrées. Ces quelques lignes que je viens de lire font partie d'un ensemble de textes raisonnablement copieux que Jean-Yves Bosseur a traduit et présenté récemment pour les éditions de l'Harmattan. Dans ce corpus, Work in Progress, aussi bien improvisé qu'intimement médité, et qui s'étend tout au long de sa carrière, Feldman pouvait aussi bien affirmer que la tragédie de la musique est qu'elle commence par la perfection, que déplacer les termes du vieux proverbe « L'homme propose, Dieu en rit », construisant une nouvelle maxime un peu ironique, le compositeur propose, la musique en rit. Au fond de lui-même, Morton Feldman est un inquiet. S'il se sent solidaire de compositeurs comme John Cage, son aîné, qui lui a tant rendu service en l'incitant à suivre ses instincts, il s'oppose à lui en ce qui concerne la question des règles, des problèmes, voire des lois de la composition. On l'a entendu, pour lui l'indéterminé concerne les émotions à venir, les humeurs d'écoute et non la note écrite. Feldman se tient à l'écart, un écart symbolique car il vit toujours au cœur d'une mégapole bourrée d'énergie, New York, et tente de ne pas se laisser envahir par un ego hypertrophié, comme bon nombre des compositeurs de sa génération. Mais si cet écart ne provient pas d'un calcul, il doit néanmoins correspondre à une mesure qui ne soit pas aléatoire. Feldman se place là où il sent qu'il doit être, de manière à la fois intuitive et nécessairement exacte. Morton Feldman le singulier, 1926-1987. Quatrième parcours, La loi et l'écart, en compagnie de Jean-Yves Bosseur et Tom Johnson, compositeur. Jean-Yves Bosseur, la grande nouveauté, là, depuis 1 ou 2 ans, c'est que vous avez édité les écrits et quelques entretiens avec Morton Feldman, qui est quelque chose qui n'existait pas en langue française, et qui paraît, après qu'il y ait eu à Paris une série de concerts, pour le cadre du Festival d'automne, maintenant nous disposons d'une bonne quarantaine de disques, et donc on peut penser que l'abord de Feldman est beaucoup plus facile qu'il y a 20 ou 30 ans. En même temps, quand je lis ces écrits de Feldman, précédés d'ailleurs par une très longue monographie où vous détaillez un petit peu l'écriture de toutes ses œuvres, il me semble que plus on se plonge en avant dans sa pensée, plus on est dans quelque chose d'assez flou et en même temps d'extrêmement précis dans la démarche. Je ne sais pas si c'est facile à dire, c'est-à-dire quelque chose à la fois de capital, quelque chose qui est un creusement de toute une vie, et en même temps quelque chose qui fait que d'une certaine façon Feldman est un petit peu perdu. C'est le sentiment donc que me donne la lecture de ses écrits, dont nous ne pouvons malheureusement donner que quelques petits fragments par-ci par-là lors de ces émissions. Alors vous qui avez en plus traduit, donc été confronté à la langue de Feldman, comment avez-vous ressenti ce travail qui est un travail pas du tout d'appoint, je pense, chez le compositeur ?
Non, non, pas du tout, pas du tout. Alors, c'est très particulier les textes de Feldman au niveau du style, parce que il n'utilise pas de grands mots ou des terminologies invraisemblables. Ce sont souvent des mots très simples, voire des mots argotiques d'ailleurs. Par moments, j'ai eu du mal parce qu'il y a tout un aspect de l'argot de Brooklyn dans certains de ses textes, donc il a fallu que je me renseigne un peu parce que je n'étais pas tellement au fait de tout cela. Donc, mais c'est la confrontation de certaines situations décrites verbalement qui est très frappante, enfin qui est choquante parfois parce qu'on se demande où il veut en venir. Il joue sur des paradoxes, sur des ambiguïtés constamment. Donc c'était terriblement difficile à saisir où il voulait en venir. Et surtout, disons, dans des textes plus récents. Par exemple, l'autobiographie est un texte relativement simple où il dit comment il est passé par cette première phase de l'indétermination. Là, ça va très bien. Mais après, ça se complique. Parce que, par exemple, il parle de certains peintres, il parle de son ami Philip Guston, mais il parle aussi de Rothko, de Pollock, etc., dans des termes qui sont très, très particuliers, très originaux, mais difficiles à saisir, parce que c'est quelqu'un qui avait certainement une difficulté à trouver la juste formulation qui ne caricature pas sa pensée. Morton Feldman, conférence de Francfort, 1984. C'est peut-être parce que je suis juif. En fait, pour les chrétiens, il y avait d'abord Dieu et ensuite le monde, et pour les juifs, on dirait presque qu'il fallait d'abord un univers afin de permettre l'existence d'un Dieu. C'est un peu différent. En d'autres termes, je ne crée pas de la musique, elle est déjà là, et je suis en conversation avec mon matériau, vous voyez. Je ne suis pas comme Karlheinz Stockhausen. Vous savez, nous avons eu une drôle de conversation, Stockhausen et moi. Stockhausen voulait connaître mon secret. C'est quoi ton secret? Et je lui réponds, je n'ai pas de secret, mais si j'ai vraiment un point de vue, c'est que les sons ressemblent beaucoup aux individus. Si tu les pousses, ils te pousseront en retour. Donc si j'ai un secret, c'est qu'il ne faut pas harceler les sons. Karlheinz se penche vers moi et dit, pas même un tout petit peu? Il se méfiait, je pense, d'un message qui serait trop simpliste par rapport à la fois à sa musique ou à des positions artistiques. Donc ça l'amenait à déjouer un peu les choses, à transgresser ce qui pourrait paraître comme une espèce d'explication univoque. Donc c'est tout le contraire de ce que sont la plupart des textes de compositeurs, c'est-à-dire des textes qui se veulent didactiques, qui sont démonstratifs. Là, c'est pas le cas du tout. C'est pour ça d'ailleurs qu'il agit souvent par parabole. Il y a beaucoup d'histoires, d'anecdotes, mais qui ne sont pas des simples histoires comme ça en passant chez lui. Vous avez un souvenir? Ah bah écoutez, il y en a beaucoup par exemple par rapport à Stockhausen qui est un véritable personnage de théâtre dans les écrits de Feldman. C'est absolument extraordinaire. Il intervient tantôt comme le loup-garou, comme Till l'espiègle. Enfin, c'est extrêmement drôle parce qu'il y a aussi un côté extrêmement drôle chez Feldman. C'est ça qu'il faut le lire. Très acerbe, très virulent, comment on pourrait dire, il y a un côté dévastateur dans les écrits de Feldman. Il avait une plume très acérée. Et donc, ces anecdotes sont multiples. Une qui est particulièrement drôle, c'est Feldman décrivant un réveillon dans une grande maison américaine de très riches propriétaires, et où il y avait Stockhausen qui était là, donc Feldman et
autres musiciens, et puis donc on est le 31, il est pas loin de minuit, et puis il y en a plein de jolies jeunes filles qui voudraient bien réveillonner d'une manière très gaie, et puis Stockhausen dit vers 11h, et bien maintenant nous allons faire de la musique. Alors les petites jeunes filles sont ravies, elles se disent enfin on va pouvoir danser, s'amuser un peu, et puis à ce moment-là bien sûr Stockhausen fait écouter sa musique pendant 2 heures. Et la manière dont Feldman décrit ça, c'est absolument fantastique. Bon, ça c'est des anecdotes parmi d'autres, il y en a qui sont plus musicales, mais donc c'est quelqu'un qui détourne un peu le faux sérieux que pourrait avoir un discours théorique par toutes sortes de biais. Et c'est pareil dans les entretiens. C'est aussi un provocateur, c'est-à-dire que justement, il ne va jamais prendre une position qui serait une position dogmatique. Il prend une position toujours un peu d'interrogateur, mais d'interrogateur avec tout l'aspect critique que cela peut avoir, c'est-à-dire pour essayer de mettre bas à toutes les fausses évidences qui pourraient peser et qui pèsent d'ailleurs très lourdement sur le milieu musical, toutes ces conventions, toutes ces fausses conventions. Donc c'est un travail de sape qu'il opère, mais souvent en surprenant les gens par une espèce de collage d'images verbales qui sont pour le moins surprenantes. Donc ça, c'était très dur à rendre lorsque j'ai essayé de traduire à la fois ses entretiens, ses conférences, par exemple celles qu'il a fait dans les années 80 à Darmstadt Darmstadt, cours d'été, juillet 1986. Naturally, I don't feel that my music is sparse or minimal. Je n'ai pas l'impression que ma musique soit clairsemée ou minimale. C'est un peu comme les gros qui ne pensent jamais vraiment qu'ils sont gros. Il y a des articles qui me présentent comme le père du minimalisme. Je ne me considère certainement pas comme un minimaliste. Feldman était assez tourmenté finalement. Ah oui, c'était quelqu'un de, je crois, profondément tourmenté. Même s'il avait un abord extrêmement jovial, mais je crois que c'était quelqu'un qui avait une conscience très forte de ce que ça peut être qu'une activité artistique. C'est-à-dire que pour lui, il y avait un rôle éthique dans cette activité artistique. Et je crois qu'il y a peut-être une phrase qui pourrait un peu résumer ça, c'est quand il dit à un moment donné dans une discussion avec Metzger et Brown, je voudrais être le plus grand compositeur de ce siècle qui soit juif.
Ça, c'est pas gratuit, cette phrase. C'est-à-dire qu'il avait vraiment une conscience de ce que ça pouvait être d'être juif et d'être un compositeur au XXe siècle. Et aussi donc d'une loi. Et d'une loi. Qui est la loi. Mais qui n'est pas la loi schoenbergienne, qui n'est pas un dogme, mais qui est une conscience de ce que ça peut être que d'être musicien à son époque. Donc avec tout l'ascétisme que cela suppose, même si ce n'était pas un ascète dans la vie. C'est quelqu'un qui aimait la bonne chair, qui aimait les belles femmes. Enfin bon, c'est pas du tout quelqu'un qui se retirait du monde. Mais musicalement, c'est quelqu'un qui avait des principes extrêmement étroits, mais pas étriqués. Tom Johnson. Feldman n'était pas très religieux, je crois qu'il allait aux synagogues très très rarement, mais parfois la question s'est posée. Par exemple, il était très concerné par la note écrite. La note écrite, c'est la loi. Et ça doit être écrite très précisément parce que c'est la loi. L'écriture de la musique était presque aussi importante que le son qui en sort. Il était très conscient que ça, c'était un point de vue juif, pas tellement religieux, mais c'est une attitude à l'écriture qui est un peu différente que les gens qui viennent d'autres traditions. Une autre chose, parfois il voudrait par exemple définir quelque chose qu'on ne peut pas définir. Qu'est-ce que le bon tempo, par exemple? Il commence à parler, c'est le tempo que tu peux sentir que c'est quelque chose dans les muscles qui est bien. Ou tu peux dire que ça te laisse respirer bien. Il peut parler sur quelque chose comme ça pendant longtemps. Il a dit, mais l'important, c'est que c'est comme dans le Midrash judaïque. On peut parler longtemps, on peut faire l'exégèse longtemps, on peut apprendre beaucoup de choses, mais on n'aura jamais la réponse exacte. Il adorait parler, essayer d'analyser, mais c'était toujours Midrash judaïque, l'analyse qui n'aboutit jamais avec une réponse absolue. C'est toujours à discuter. Feldman note quelque part, dans un texte qui s'appelle « L'angoisse de l'art », ce qui n'est pas rien, il dit « Si on considère que l'art commence avec la mise à l'écart de soi-même, on peut dire que ce que Cage accomplit, c'est l'abolition de l'ego.
C'est quand même quelque chose de terrible, parce que il note aussi que Cage est tellement mis à l'écart que ce que nous voyons vraiment, c'est la fin du monde, la fin de l'art. Et y voilà un paradoxe, c'est-à-dire qu'en essayant au fond de sortir de cette dictature de l'ego, de cette pesanteur, on arrive malgré tout à quelque chose qui est comme l'effet de la bombe atomique, et donc une forme de destruction. On peut dire que toute l'œuvre de Feldman est quelque chose qui réagit d'une certaine manière, tout en y contribuant en partie à cette destruction de l'art que seraient les pratiques après la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que Feldman avait en fait une position, si on peut dire, beaucoup plus traditionnelle que celle de Cage par rapport au statut du compositeur ou de l'artiste en général. C'est-à-dire que Cage a mis entre parenthèses autant que possible par toutes ces procédures compositionnelles son ego, sa subjectivité. Ce n'était pas le cas de Feldman, ce n'était pas du tout son problème. Absolument pas, puisque Feldman, c'est quelqu'un qui se livre à travers sa musique. Et comment peut-on se livrer à travers une musique qui se veut abstraite, uniquement, purement sonore, uniquement dans la volupté du glissement d'un timbre à un autre, d'un instrument à un autre, et relativement immobile, très minime, pas au sens du minimalisme, mais au sens de dynamique faible? Mais écoutez, je pense que ce qu'il voulait transmettre, c'est ce plaisir du son. À un moment donné, dans ses écrits, il dit « J'ai encore avoir le plaisir d'un beau son de trombone ou d'un son de violoncelle ». C'est ça, je veux dire, il voulait transmettre ça, ce plaisir qui était le sien. Mais indépendamment de tout message. Il n'y a évidemment aucun message littéraire, philosophique. Par exemple, là aussi, dans un des entretiens, à un moment donné, d'ailleurs c'est moi qui avais fait cet entretien avec lui, et je lui posais la question sur l'influence éventuelle de la culture extra-européenne et par exemple asiatique. Et donc, avec son humour habituel, il m'a répondu la meilleure influence que j'ai pu avoir de l'Orient, c'est la cuisine chinoise. Donc, si vous voulez, c'est toujours cette sorte de rebondissement de l'esprit qui fait qu'il ne va pas répondre d'une manière dogmatique et donc quelquefois par une espèce de matière de plaisanterie, mais aussi pour écarter tout apport qui serait en fait extérieur à la musique. Parce que c'est quelqu'un qui a été très nourri par la peinture, mais il n'a pas essayé de faire une théorie du rapport entre les arts plastiques et la musique. Et pourtant, c'est vrai qu'il y a des pages sur la lumière, par exemple. Il essaie d'approcher la lumière chez les impressionnistes, chez les cubistes, etc., qui est très étonnante, parce que c'est vrai qu'il n'y a peut-être que quelqu'un comme lui qui n'a pas une approche pratique de l'art plastique pour avoir une vision aussi personnelle des choses. J'imagine des idées comme celle d'une nuée d'enfants dans une maison piaillant tous pour qu'on s'occupe d'eux. Change ma couche, change ma couche. J'étais en voiture, nous roulions vers Cape Cod avec cet affreux bambin, je l'aurais giflé. Nous roulions un peu à l'aventure jusqu'à Boston, où nous devions faire un arrêt. Le gamin, je veux un Coca-Cola. Attends encore une demi-heure, mon chou. Je veux mon Coca-Cola maintenant, je veux mon Coca-Cola maintenant. Désormais, c'est comme ça qu'il faudra jouer ces 3 notes, si on doit les jouer. Sans mentir, c'est comme ça que je vois les choses. Une nuée d'enfants cherchant à ce qu'on s'occupe d'eux. En fait, je ne dis jamais ça à mes étudiants parce qu'ils en seraient troublés. Je n'envisage même pas l'art de la composition. Quand j'en parle, j'appelle ça traitement tricostérile. Juste un pansement. C'est ça que ça veut dire. Ça a commencé à saigner. L'intervalle a commencé à saigner. On met un pansement dessus pour ne plus voir le sang. Qui voudrait voir du sang sur la page ? Du sang conceptuel.
Jean-Yves Bosseur, d'ailleurs, votre entretien avec Feldman date de 1967, se nomme « À l'écart des grandes villes », ce qui est intéressant parce qu'on a les deux termes très importants. La grande ville, New York, où vivait aussi d'ailleurs, où Varese d'ailleurs venait de mourir, et où vivaient d'autres compositeurs, et à l'écart avec toute cette position, enfin, qu'ont essayé d'avoir plusieurs compositeurs, d'être justement pas au centre. Oui, c'est exact, mais alors, ce qui est tout à fait extraordinaire dans le cas de Feldman, c'est qu'en fait, il habitait vraiment New York et que je crois qu'il pouvait difficilement se détacher de la grande ville. Donc, à la fois, il détestait la grande ville parce que, il l'expliquait dans l'entretien, c'est en général là que les grandes normes sont édictées, c'est-à-dire on vous dit qui sont les grands compositeurs, quels sont les grands événements. Donc, en fait, avec tous les dangers que cela suppose, et on en connaît quelque chose à Paris, et à New York, c'est pareil. En même temps, donc, c'est quelqu'un qui n'aurait pas pu s'éloigner de cet univers. Et là, il y a aussi des anecdotes piquantes où Cage l'emmène à la campagne. Alors, ça devient absolument catastrophique parce qu'il ne respire plus la bonne odeur de la circulation, de l'essence, etc. Et il est perdu dans cet univers de la montagne, etc., qui lui est totalement étranger. Alors l'écart chez Feldman, finalement, c'est à l'intérieur de lui, c'est dans sa manière de percevoir les choses et dans son écriture. C'est la tension, c'est-à-dire il y a toujours chez lui une énorme tension, c'est peut-être ça aussi qui fait que sa musique n'est pas simplement ce procédé qui serait de faire une musique lente, douce, etc. C'est beaucoup plus que ça, c'est qu'il y a une énorme tension, une énorme nécessité qui fait qu'il ne se proclame pas à l'écart, mais il crée cette tension entre ce courant dominant, par exemple de l'avant-garde, et ce que lui cherche à faire, et qui est nécessairement en tension par rapport à ces normes-là. Morton Feldman, Le Singulier, 4e parcours, La loi et l'écart, par Christian Rosset, avec la participation de Jean-Yves Bosseur et Tom Johnson. Réalisation Evelyne Gaillou. Extrait d'œuvres de Morton Feldman, Cello en orchestra, Trio, Rothko Chapel, Y Patterns, Clarinet and String Quartet. À demain pour le 5e et dernier parcours, l'histoire sans fin.